directeur de stratégie de TID, qui vient de venir aujourd'hui. Il va faire la présentation qu'il devait faire en son nom. Il s'excuse bêtement. Donc aujourd'hui, le sujet dont je vais parler, c'est Baptiste Ménard. Je suis directeur de la stratégie et du marketing produit à TID. C'est une boîte que j'ai rejoint il y a un petit moment maintenant et j'ai vu passer de 4-5 personnes, tout ça, 10 mètres carrés à plus de 450 maintenant. Donc c'était une belle épopée. Je vais brièvement vous parler de TID, juste pour introduire le contexte. Et ensuite, je vais vous parler d'un sujet qui est les développeurs et les internautes ont le pouvoir de la publicité en ligne. Alors, je vais surtout m'étendre sur le fait que la technologie est en train de transformer massivement, ça fait des années, mais de plus en plus le marché en ligne, et notamment en donnant aux internautes le pouvoir sur la publicité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'avant la naissance d'AdBlock, et des impacts énormes que ça a sur l'industrie. Je sais que pas tout le monde mesure à quel point installer AdBlock, ça peut avoir des impacts pour tout l'écosystème. Donc TID c'est quoi? TID c'est l'inventeur de la publicité vidéo outstream. Outstream, ça fait opposition à ce qu'on appelle in-stream. Une pub vidéo in-stream, c'est une pub qu'il y a avant une vidéo, donc sur YouTube, quand vous allez voir une vidéo et que vous regardez une vidéo pendant 30 secondes avant, une pub, c'est ce qu'on appelle in-stream. Ça pose un problème majeur à l'industrie. Parce que ces budgets vidéo, ils n'allaient que sur des sites qui avaient du contenu vidéo. Des YouTube, des Dailymotion, des Vimeo, etc. On avait tout un pan de l'industrie, notamment les sites de presse qui étaient les plus touchés. Je pense que vous savez peut-être à quel point les sites de presse ont des problèmes pour monétiser leur contenu actuellement, qui n'avaient pas de contenu vidéo et qui étaient donc absolument incapables de monétiser leur site par la vidéo. Ça menait à des problématiques comme des pages absolument polluées par les bannières, ce qui donnait, je pense que vous avez tous vécu ça, une expérience affreuse. Et pour des belles marques, c'est difficile de massacrer sa marque comme ça sans avoir de solution. Donc, ce que a fait l'invention du format InRead pour la fin 2012, que vous voyez sur la gauche de l'écran, c'est la possibilité de sortir la pub vidéo du contenu vidéo et de la mettre dans n'importe quel type de page. Ici un article, c'est plus révélateur pour les articles parce que ça a vraiment donné un nouveau souffle au site de presse, et j'insiste. À tel point que la première fois que Luc Souverain est allé pitcher ça à Paris, on est revenu avec des clients comme Le Monde, Le Figaro, Le Point, etc., qui étaient tous prêts à signer pour avoir accès à ces revenus. Donc c'est quelque chose d'assez, ça a transformé l'industrie. Je cite dans l'exemple qu'on a été copié depuis par Facebook, Twitter, et c'est vrai. On a été copié par la plupart de nos concurrents, mais on a sorti notre format InRead 4 ans avant le format InFeed de Facebook, que vous avez peut-être vu, qui est exactement le même système. Et ils ont même copié l'UX et tout le fonctionnement de notre format. À l'époque, on leur avait pitché le format pour mettre sur Facebook, évidemment, ils ont dit non. Ça leur prenait 2 heures à coder avec leurs 500 devs, donc ça a été plus simple pour eux de copier. Mais nous, par contre, on a réussi à se forger un réseau de publishers, d'éditeurs de presse assez massif. On n'a pas que de la presse, mais la presse, c'est ce qui est le plus beau à présenter au public. Donc on a plus de 500 éditeurs aujourd'hui. Et on est aussi, et ça on le sait moins en général, une plateforme, ce qu'on appelle SSP, Supply Side Platform, qui est une plateforme technologique qui permet l'optimisation de l'inventaire des sites web à qui on fournit ces formats. Donc ça permet à un site comme Le Monde, par exemple, lorsqu'il propose et qu'il veut lancer un format sur une de ses pages, tout simplement, on lui propose de lui donner la publicité la plus appropriée pour son utilisateur et qui va lui rapporter plus d'argent. Et en plus de ça, on lui propose aussi de rajouter des critères comme je refuse d'avoir des publicités de tel annonceur, tel type d'annonceur, par des fois ils ont des contrats d'exclusivité. Donc la technologie nous permet de faire ça aujourd'hui. Encore quelques chiffres, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que la seule chose qui est très importante, c'est le chiffre du milieu. Aujourd'hui, le réseau TID, c'est plus de 730 millions d'utilisateurs uniques touchés par mois. Et ça, c'est plus gros que Yahoo, donc ça fait réfléchir. On fait plus de sites et on a aujourd'hui une centaine d'ingénieurs qui sont dédiés. On cherche toujours évidemment, donc vous êtes les bienvenus si jamais vous voulez dessus. Alors, le marché de la publicité digitale, il y a quelques années, c'était un grand bazar. Internet, en fait, elle est tellement vite que la pub en ligne a eu du mal à s'adapter à la vitesse d'Internet. Donc à une époque, on avait une publicité vidéo qui était imposée aux utilisateurs. Comme je vous parlais, vous alliez sur YouTube, vous aviez 30 secondes de pub à regarder, avant de regarder une vidéo d'un chat qui durait 10 secondes, ce qui n'avait aucun sens. Vous aviez un ciblage approximatif, une fraude très fréquente. On est monté jusqu'à 60-70% du trafic qui était des bots, donc qui n'étaient pas des humains pour avoir la publicité.
Les bannières étaient très peu rémunératrices, donc les pages étaient polluées par les formats publicitaires. Google a sorti une statistique l'année dernière qui a dit que 60% des publicités payées n'étaient pas vues. Donc, pour un annonceur qui mettait 1000 $, sur une campagne, il y en a 600 qui étaient jetés à la poubelle parce que c'était peut-être mis sur une bannière en bas de page et l'utilisateur ne scrollait pas, ou que c'était quelque part, ou qu'il était sur un autre table tout simplement, donc l'utilisateur ne voyait jamais. Donc ces chiffres-là, c'était très peur aujourd'hui, et l'industrie ne s'en est pas rendu compte pendant des années, pendant plus de 10 ans. On avait aussi évidemment les interstitiels et prérequis forcés qui régnaient sur le marché. Donc les interstitiels, c'est quoi? C'est je vais sur une page et avant d'avoir accès à ma page, j'ai une boîte qui s'ouvre avec une vidéo ou une image et je suis obligé de fermer ou d'interagir avec cette image ou alors d'attendre une minute pour avoir accès à mon contenu. Je pense qu'en tant qu'utilisateur, il y en a très peu d'entre vous qui adorent les interstitiels et qui vont attendre la fermeture d'interstitiels naturellement. Donc c'était un format qui n'était juste pas adapté. Aujourd'hui, le marché transitionne dans des bannières vers la vidéo. Donc le marché de la vidéo est en train d'exploser évidemment. Les annonceurs préfèrent ça, principalement les annonceurs de luxe parce qu'ils peuvent faire passer des messages plus beaux, le branding. Dans les quartiers, on préfère envoyer une belle vidéo avec un beau son plutôt qu'une simple bannière qui va être cachée ou pas vue par l'utilisateur. Le mobile est en train de prendre une place massive et ça encore c'est quelque chose que l'industrie a pris du retard. C'est que depuis très récemment qu'on entend le mobile first, le terme mobile first en mobile, et pourtant ça fait des années que les gens ne regardent plus la télé quand c'est les pubs par exemple et qu'ils regardent leur mobile à la place. Donc c'était le moment d'y réfléchir. La technologie a transformé le marché, et ça je vais vous l'illustrer un peu plus tard. Et aussi, les utilisateurs prennent le pouvoir. Alors le sujet d'Adblock, c'est un sujet qui fait beaucoup de polémiques actuellement dans tous les événements qui sont liés à la publicité en ligne. Il y a des fervents défenseurs d'Adblock. Il y a ceux qui pensent que qu'il faut tuer Adblock parce que c'est en train de tuer Internet. Alors je ne vais pas prendre de parti pris, mais juste vous donner quelques informations sur Adblock. Donc à une époque, les internautes ne supportaient plus la publicité forcée. Les 3/4 des utilisateurs considéraient qu'être forcé à regarder une publicité ruinait la navigation en ligne. Je pense que c'est aussi le cas pour vous. Donc il fallait trouver une solution. On a une personne qui s'appelle Scott Cunningham, qui est SVP de la technologie chez IAB. IAB, c'est Internet Advertising Bureau. C'est une boîte qui regroupe en fait toutes les sociétés de l'écosystème et qui essaie de trouver des guidelines pour le futur de la pub. Et ce Scott, il a fait un aveu d'échec. Il a dit we messed up as technologists tasked with delivering content and services to users, we lost track of the user experience. Pour que cette personne-là qui soit à cette position fasse une affirmation aussi grave, ça veut dire que l'industrie en général avait un clair problème et tout le monde en était conscient. Les utilisateurs se sont jetés évidemment sur la seule possibilité qui est arrivée en 2010, les adblockers. Donc la boîte qui marche le mieux dans l'adblocking, c'est IO, c'est une boîte allemande qui s'appelle Adblock Plus. Je pense que l'arrivée d'Adblock, c'est une super nouvelle pour le marché parce que ça a forcé tout le monde à avoir une prise de conscience massive. Le fait que les gens installent Adblock exponentiellement, vous pouvez le voir sur ce schéma. On a près de 200 millions aujourd'hui de gens qui ont installé Adblock. Et c'est que le début parce que iOS 9 en septembre a autorisé les logiciels Adblocker sur iOS. Donc ça veut dire que tous les gens qui l'avaient sur desktop vont probablement l'avoir sur un mobile, et la plupart des gens l'ont aussi sur mobile. Donc on peut s'attendre à ce que ce graphique monte exponentiellement dans les prochaines années, ce qui est immense. Donc je pense que ça a été un réveil pour le marché, mais le problème c'est qu'il y a un envers du décor. Et l'envers du décor, c'est que ça a coûté en 2015 22 milliards de dollars au site web. C'est pas les sites web, c'est pas les Google, Facebook, etc. Donc certes ça leur a coûté l'argent, mais ils en ont à revendre. Mais c'est plutôt des sites web qui ont vraiment besoin d'argent pour fonctionner. C'est des sites comme les sites de presse notamment qui sont plus touchés, mais tous les sites que vous allez voir le jour, ce sont des sites qui ont besoin de ces revenus et qui ont du mal. Donc on était face à un problème insolvable. Il y a trois raisons principales pour lesquelles les gens installent Adblock. Comme j'ai dit, interruption de la navigation, donc ça c'est le plus classique, un interstitiel, une vidéo forcée. La lenteur des navigateurs quand on a un petit but sur une page évidemment, donc l'excès de la publicité. Et on a aussi la plupart des gens qui disent que, évidemment, ils ne veulent pas voir une pub quelconque, alors que eux, ce qui les intéresse, c'est le foot et les vidéos, par exemple. Et ça se tient, et la technologie est la réponse à ça. Et je vais en parler juste après. Alors, il y a un exemple que j'aime bien prendre avec l'adblocking, c'est ce que j'appelle le worst case scénario. Est-ce que vous connaissez Facebook Instant Articles, qui a été lancé la semaine dernière?
Alors, ça peut paraître anodin comme démarche. C'est Facebook qui propose à des sites web ou à des éditeurs d'intégrer leur contenu dans Facebook pour qu'on puisse naviguer et avoir des articles de tous les sites qu'on fréquente directement dans Facebook. Donc ça paraît très simple, ça paraît très naturel, c'est plus rapide pour eux, l'accès à l'article est très rapide, mais ça pose un problème plus grave, parce que si on part du principe qu'il va y avoir cette montée exponentielle d'adblockers, et que, je ne sais pas, dans un an ou dans 2 ans, 80-90% des gens vont être bloqueurs, ça veut dire que très peu de sites pourront se rémunérer, donc la plupart ne survivront pas. Et que vont faire Facebook, Apple et Google et compagnie? Ils le font déjà d'ailleurs, c'est qu'ils vont passer des contrats avec les boîtes comme AdBlock Plus, et d'ailleurs ils ont tous déjà un contrat avec AdBlock Plus, en disant bah, écoutez, nous on vous paye X millions par an, et on peut mettre nos pubs sont autorisées dans le système. Qu'est-ce qui reste? Du coup, il reste un certain nombre d'éditeurs qui n'ont plus d'argent et qui ont pour seule solution de souscrire tout simplement à Instant Article, c'est de rejoindre le mouvement, ce qui mène à un scénario qui est catastrophe certes, mais qui n'est pas complètement stupide dans l'approche, qui est que on peut s'imaginer dans 3-4 ans avoir tout le contenu, tout le trafic du web qui est fait sur Facebook, qui est fait sur Apple. Il y a un énorme danger évidemment de donner tout le média à 2-3 sites qui vont être responsables de la rémunération de tous ces sites. Donc ça pose des conséquences énormes et le marché s'en rend compte. L'industrie est en train de réagir. Comme je disais, dans tous les événements récents, c'est le sujet qui revient sur la table. Notre compagnie, TIDS, a fait un manifeste, mais il y a l'IAB qui est en train de travailler dessus. Toutes les grandes boîtes du milieu, notamment Google qui a fait une initiative qui s'appelle ALP il n'y a pas longtemps, où ils disent, ils essaient de trouver un moyen de faire en sorte que les pages se chargent plus vite, pour éviter justement que les gens tombent dans la facilité de rejoindre Facebook Instant Articles, notamment. Et ça, il y a Twitter qui a signé, il y a tous les grands sites de presse qui ont signé, évidemment, parce que ça fait très peur. Mais dès maintenant, l'industrie adopte des meilleures pratiques. On voit de moins en moins d'interstitiels. On est en train d'essayer de pousser tous nos sites partenaires à se passer pour prendre des interstitiels. Certaines marques super prestigieuses pourrissent encore leur site avec des interstitiels, ce qui n'a aucun sens. On est en train de se débarrasser du pré-roll non skippable. Même YouTube, depuis un an, ne fait que quasiment que du true view, c'est-à-dire du pré-roll ou du in-stream qu'on peut skipper au bout de 3-4 secondes. Donc déjà, ces deux démarches, ça nous débarrasse des formats les plus contraignants pour les utilisateurs. Il y a une autre chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que les formats, quand ils ont été designés il y a quelques années, ils n'ont pas pensé mobile first. Donc le son, l'affichage, la taille des fichiers, etc., tout ça, c'était vraiment pensé pour le desktop. On s'est retrouvé avec des gens qui avaient de la 3G, par exemple, qui n'avaient pas le temps de changer de vidéo. Donc on se retrouve dans une situation où, par exemple, quelqu'un est soumis à une pub, il voit les 2 premières images et puis elle s'arrête. Et il veut avoir accès à sa vidéo derrière, il ne peut juste pas. Donc on est en train de repenser tous les formats mobile first. On est en train de se débarrasser du son par défaut, on est en train de prioriser les gens qui se connectent depuis Wi-Fi, des durées de vidéo plus adaptées. Il y a des tas de démarches comme ça qui sont faites, et je parle de nous, mais de toutes les boîtes des industries qui sont en train de faire ça, parce qu'ils comprennent que le danger d'adblock ne vaut pas quelques centaines d'euros. C'est un marché qui est souvent très court-termiste. Les sites web doivent avoir de l'argent ce mois-ci, le mois prochain, etc. Mais au final, ils ont oublié les dangers que ça avait à long terme pour l'industrie. Donc voilà le mouvement sur lequel l'industrie est en train de travailler actuellement. Là, c'est une très rapide vidéo de notre format InRead. C'est pas forcément la promotion pour notre format, parce que ce soit nous ou nos concurrents, tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est forcément très décrié parce qu'on a l'impression que c'est au sein d'un article et salé. Par contre, ce qu'il faut qu'on se rende compte, c'est que ça permet de faire suivre des sites de presse que vous préférez, mais aussi que vous avez totale liberté en fait, parce qu'il vous suffit de scroller en dessous, de fermer le format, et vous n'avez même pas de son par défaut. Donc ces formats-là sont quelque part une alternative qui est vachement plus saine pour le marché à un interstitiel, à la pub vidéo française. Et ces alternatives sont en train de donner un nouveau souffle au web. Et c'est en designant des formats, et étant dans l'équipe produit, à titre, je peux vous dire que tout le monde se casse la tête pour essayer de faire les formats les plus UX, réfléchis le plus UX possible. Et je vous dis qu'il y a 2 ans, c'était pas le cas. Les équipes produits cherchaient les formats qui allaient performer mieux. Et aujourd'hui, on réfléchit à comment on va respecter l'utilisateur le plus possible pour qu'il ait pas envie d'installer la chose. Donc voilà, c'est des changements massifs qui sont en train de faire dans l'industrie. Et d'un autre côté, ça demande au public, vous et nous et moi en tant qu'utilisateurs, qui avait bien sûr installé le blog, de se poser la question
Moi, le débat que j'ai souvent avec les gens, c'est que j'entends les gens me dire, moi je préférerais payer pour un site, etc. Je préférerais payer 5 € pour mes sites préférés, et puis voilà. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi vraiment à payer 5 € pour tous les sites que vous aimez? Si vous allez sur 10 sites par mois, ça fait 50 €. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir de votre petite limite de sites sur lesquels vous fréquentez. Si vous voyez un lien vers un autre site, vous ne pouvez pas aller dessus. Je pense que si le problème avait été abordé dans l'autre sens, à savoir si demain Internet devenait payant, les gens se diraient peut-être l'inverse, se diraient peut-être que moi je préfère regarder des pubs, même si c'est 10 secondes de pub par jour ou 30 secondes de pub par jour, mais au moins avoir Internet gratuitement. Donc voilà, j'aime bien approcher le débat dans ce sens-là et j'espère que ça fait réfléchir les gens. Maintenant, je vais m'étendre un peu plus sur la technologie. Qu'est-ce que la technologie permet aujourd'hui? Quels sont les fonctionnements qui permettent d'un meilleur ciblage, de faire en sorte que au moment où vous connectez à un site, on s'assure que vous ayez la publicité qui vous correspond le plus. Alors il y a un terme qui est beaucoup utilisé, bon, ça fait une dizaine d'années que ça existe, au début c'était très utilisé par les bannières, c'est Google qui l'a inventé. Ça s'appelle le programmatique. Le programmatique, c'est donc la définition officielle, c'est l'utilisation de la technologie pour l'automatisation de la prise de décision pour la vente du média impression par impression, donc c'est extrêmement compliqué. Mais plus simplement, c'est juste connecter des machines pour faire en sorte qu'elles prennent des décisions simplement et qu'elles puissent s'enrichir d'un certain nombre de données externes pour prendre des décisions. Donc, par exemple, ça veut dire que Renault, au lieu de dire je vais faire ma campagne et la diffuser après le 20h de TF1, je ne sais pas qui est devant son canapé, je ne sais même pas si les gens qui sont assis sur le canapé sont en train de regarder la télé ou sont en train de regarder leur téléphone. Ben, ça veut dire que, ou même, ça peut être le cas sur Internet aussi, je fais sur le manche.fr, je le sers à tous les utilisateurs pendant 2 semaines, même ceux qui n'achèteront jamais une Renault ou ceux qui ont 14 ans, ou 8 ans, et on a la possibilité, grâce au programmatique, de dire, ben non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes de 18 à 30 ans qui vont sur le monde.fr, mais que sur la catégorie économie, et sur les articles qui parlent d'automobile, et qui ont un revenu mensuel ou annuel de temps, et de donner un certain nombre de critères. Donc c'est d'isoler vraiment une impression, un instant utilisateur, et d'acheter cet instant-là utilisateur, et pas tous ceux qui gravitent autour. Donc vous pouvez voir que le marché du programmatique c'est en train d'exploser, ça va se multiplier par presque 10 en une dizaine d'années. Évidemment le mobile prend une place de plus en plus énorme, ainsi que la vidéo. Et comment ça marche? Donc, ça fait très peur, c'est le landscape de la publicité en ligne. Je ne vais pas m'étendre trop sur le concept. Alors déjà, une chose à remarquer, c'est qu'il y a énormément d'acteurs, donc ça va se consolider assez rapidement. C'est pas possible qu'un marché ait autant d'acteurs différents. Il y a beaucoup de rachats, d'ailleurs, tous les mois, tous les 2 mois, on a des boîtes comme AOL, Facebook, Google qui rachètent des boîtes qui sont dans cet écosystème. Mais c'est surtout qu'il y a 2 moyens, en fait, d'arriver de l'annonceur que vous avez à gauche au consommateur à droite. Il y a le moyen qu'on appelle classique, c'est les lignes bleues en haut. Et ça, si un annonceur veut lancer une campagne sur un site ou un groupe de sites, ça va lui prendre quelques semaines. Il va y avoir des boucles d'emails interminables, il va y avoir des erreurs dans la programmation, il va y avoir des papiers à signer, des coups de téléphone, etc. Donc ça, c'est la partie fastidieuse du business. Et en bas, la partie verte, c'est ce qu'on appelle le programmatique. Le programmatique permet d'avoir une opération automatique, plein de plateformes connectées entre elles. On parle d'un dixième de seconde quand un utilisateur arrive sur une page pour savoir qui c'est et lui servir la pub qu'on veut. Et ça prend donc un dixième de seconde et il y a énormément d'acteurs qui sont là-dedans. Donc on peut comprendre qu'un système qui demande moins de personnel, moins d'employés et qui soit extrêmement plus sûr, plus informé et plus rapide devienne la base dans quelques années de la manière dont on va faire la publicité en ligne. Alors je vais attirer votre attention sur les petites boîtes qui est en bas. Ce sont ce qu'on appelle des third parties, je vais en parler juste après. Et c'est celles qui permettent, ce sont souvent des boîtes indépendantes qui collectent des informations sur les utilisateurs, sur les pages, etc. et qui permettent de donner plus de puissance et plus d'informations dans la prise de décision de la publicité en ligne. Donc dans ces boîtes, on a plusieurs types. On a les SSP, donc ça c'est nous, ce que fait Kids, ce que font beaucoup d'acteurs également. Une plateforme d'optimisation de revenus et de l'inventaire des éditeurs, donc on propose à un éditeur d'installer des formats, et quand un utilisateur se connecte, nous on va être connecté à tout un tas d'autres plateformes, et juste nous on va lui garantir que la publicité qui va être servie va répondre à ses critères, à ce site web, donc va respecter sa marque, etc. Donc pas de publicité adulte et ce genre de choses, et aussi que chaque impression, chaque moment d'utilisateur qu'on va pouvoir monétiser va être monétisé de la meilleure manière possible
en mettant tous les acteurs possibles du marché en concurrence. Et étant donné qu'on parle de machines, on ne parle pas de 2 ou 3 personnes qui veulent faire une campagne sur votre site en même temps, on parle de 2 ou 3 000 campagnes en même temps qui peuvent servir sur une seule et même impression et qui vont se battre. Plus cette campagne plus est primante, plus c'est dans l'intérêt de l'éditeur. Les DSP, c'est des plateformes à qui on se connecte, demande-side plateforme. Et elle, c'est une plateforme sur qui, par exemple, Renault, dont je prenais l'exemple tout à l'heure, va venir et en une dizaine de minutes, il va programmer une campagne en choisissant son budget, en choisissant les sites sur lesquels il veut délivrer, ceux sur lesquels il ne veut surtout pas délivrer, en choisissant les dates, les personnes qui visent, les personnes qui refusent, à qui il refuse de diffuser. Et la connexion entre ces deux plateformes va permettre, enrichie par les 3 plateformes en dessous. Donc on a le plus classique, c'est ce qui est le targeting d'audience, c'est une boîte qui veut juste nous dire, ben voilà, ça c'est un homme, il a tel âge, etc. On a le targeting contextuel qui nous donne le contenu de la page. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que, admettons qu'on soit Air France, qu'on veuille faire une pub sur Le Monde, et qu'on se dise, voilà, je parlais tous les articles qui parlent d'avion, qui a un crash d'avion. Sans ce type de partenaire, on se retrouve à faire de la pub uniquement sur les pages qui parlent de crash d'avion. Ce qui pour Air France évidemment n'est pas le plus rentable. Donc ces boîtes-là permettent d'éviter ce genre d'erreurs importantes. Et on a tout un tas d'autres, ce qu'on appelle plateformes externes third parties qui font des statistiques avancées, vérifier que la personne qui se connecte n'est pas un bot, vérifier que la publicité a été vue, etc. Donc il y a une infinité de possibilités. Mis à part la connexion entre les plateformes qui prend un peu d'intégration, tout le reste est automatisé et beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc je vais vous faire une petite introduction à ce qu'on appelle le real-time bidding. Donc c'est la possibilité d'enfuir en temps réel sur une impression. Donc on a un utilisateur qui se connecte à une page, notre plateforme va être appelée, nous on va aller voir tous nos partenaires third parties avec qui on a fait des intégrations et leur dire écoutez, est-ce que vous avez d'informations sur cet utilisateur? Nous on a nos propres statistiques, on a un algorithme qui dit lui il a l'habitude de regarder les pubs sur le sport en entier par exemple, donc on va dire clairement déjà on va le passer dans un profil et on va l'enrichir avec voilà, les third parties qui vont nous dire oui mais c'est aussi un homme, il a aussi à peu près 30 ans. Il est dans une page qui parle de sport, et tout un tas d'informations supplémentaires. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ces informations à ces plateformes d'achat sur lesquelles vont les annonceurs pour programmer leur campagne. Et en temps réel, ils vont nous répondre. Donc là, j'ai pris un exemple avec 3, mais non. Normalement, il y en a bien plus, il y a au moins une centaine, 200. Il y a ces 200 annonceurs qui sont prêts à livrer leur campagne à cet utilisateur tout de suite là maintenant. Et voici là, on choisit le prix le plus rentable. L'annonceur, il gagne parce qu'il a l'audience qu'il veut au moment qu'il veut, au prix qu'il veut. Le site web, il gagne parce qu'il a les meilleurs revenus pour cette impression. Et c'est un système qui marche, tout le monde est gagnant. Et tout ça, ça se fait en 1/10 de seconde. Ce qui est absolument incroyable quand on réfléchit au nombre d'opérations qu'on peut faire par jour. Dès qu'on commence à faire un peu du number crunching, comme on dit, on peut se retrouver à des millions et des millions de dollars par jour sans rien faire, littéralement. Donc les bénéfices de la technologie appliquée à la publicité en ligne, c'est des bénéfices qui sont vraiment pour les 3 acteurs de ce business. On met toujours les utilisateurs en premier, mais il y a aussi les sites web et les annonceurs. Donc pour nous, utilisateurs, on a une navigation sur le web plus agréable, parce que les formats sont pensés pour nous. On a une publicité qui est ciblée, qui est optionnelle et pas optionnelle, j'entends, qui est facile à skipper, qui est facile à quitter ou à s'en débarrasser, et qui est acceptée aussi par les utilisateurs, évidemment, du coup. Et évidemment, le meilleur gain qu'on a de tout ça, c'est que les sites web restent gratuits, et ça, j'espère que ça le sera pour longtemps. D'un autre côté, on a les sites web qui, eux, arrivent à survivre et à se donner un nouveau souffle avec des revenus garantis et des revenus croissants, notamment grâce au programmatique. On est encore sur la vidéo au tout début du programmatique, mais je sais que nous, on a un contrat avec Le Monde et je sais que chaque mois, on leur propose de plus en plus grâce à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui a été salvateur pour certains groupes de presse qui n'en pouvaient plus. Ils n'ont plus besoin de polluer leur contenu, ils n'ont plus besoin de mettre 10 bannières parce qu'une vidéo ça va rapporter 50 bannières dans une page. Et ils ont une meilleure compréhension de leur audience parce que ces third parties, ces plateformes technologiques qui enrichissent la donnée, elles leur permettent aussi de comprendre qui est leur audience, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Finalement, pour les annonceurs, et je pense, j'insiste, que c'est les annonceurs qui gagnent le plus avec la technologie. Parce qu'au lieu de jeter 60% de leur budget à la poubelle et de jamais toucher la personne qu'ils souhaitent toucher, ils se retrouvent avec du bénéfice. Ils touchent qui ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Et ça, le jour où les annonceurs télé l'auront compris, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui continuent à investir dans la télé,
c'est un business qui est très old school. Ils ont du mal à shifter les milliards dans le digital. Mais le jour où les annonceurs télé l'auront compris, ça va exploser encore plus que maintenant et ça explose déjà. Ils ont une meilleure gestion du contexte de diffusion. Ils sont capables de gérer, de savoir les pages dans lesquelles ils veulent diffuser, pas diffuser, et nos algorithmes les adaptent à ces décisions. Et finalement, il y a un engagement plus authentique de l'audience. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai souvent discuté avec des annonceurs qui me disaient, ou des agences, dont le seul objectif c'était les nombres. Eux, ils voulaient 3% de clics, ou ils voulaient 90% de gens qui regardent la vidéo en entier quand ils sont servis la vidéo. Alors, certes, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Le problème, c'est que quand on est malin de l'autre côté, qu'on est YouTube, on dit ok, vous voulez 90% de gens qui regardent la vidéo en entier, je vais forcer les gens à la regarder en entier, et vous aurez 95%. Sauf que comment savoir, dans ces 90%, qui a regardé la pub en entier parce qu'il voulait la regarder, et qui a regardé la pub en entier juste parce qu'il a été forcé et qu'il voulait voir sa vidéo avant. Et ça, c'est un problème majeur, parce que l'approche nombre uniquement avec des KPI qui ne sont pas forcément adaptés aujourd'hui, ça fait perdre les objectifs aux annonceurs et aux agences. Et nous, ce qu'on leur propose, et ce que les alternatives d'aujourd'hui proposent, c'est on vous propose le format le plus simple possible à quitter et à passer, à scroller, etc. On va peut-être avoir 20% ou 30% de gens qui vont regarder la vidéo en entier, mais par contre, on peut vous garantir que ces gens-là, ils ont vu la vidéo parce qu'ils voulaient voir votre vidéo et qu'ils voulaient être engagés avec votre marque. Et ça, c'est pareil. Les anciennes générations d'annonceurs, ils ne comprennent pas, ils le refusent catégoriquement. Mais les nouvelles générations d'annonceurs, ils comprennent clairement que c'est nettement plus intéressant de comprendre les 30% de l'audience qui vraiment veulent interagir avec nous plutôt que de forcer les gens à regarder quelque chose qu'ils ne veulent absolument pas du tout regarder. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ma question, en fait, elle est toute simple. C'est maintenant qu'il y a de plus en plus d'internautes qui ont installé Adblock, comment faire changer leur comportement et faire en sorte qu'ils ne l'utilisent plus? Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui ont installé Adblock, mais je pense qu'on est toujours comme on voyait dans le graphique tout à l'heure, sur une croissance nette. Donc déjà, si on arrive à arrêter ce tuyau-là, ça serait déjà super. D'autre part, je pense que ça va être aussi une prise de conscience collective, que les gens petit à petit vont comprendre, et ce, au travers des annonceurs qui vont trouver des manières plus intelligentes de communiquer leur message, au travers des sites web qui vont faire des pages web. Je vais aller sur Wikipédia récemment, où il suffit de donner 2 euros. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moyens simples pour les sites de faire passer des messages et de dire écoutez, on a bien bossé, on a trouvé des manières plus efficaces de rémunérer et moins emmerdantes pour vous. Essayer de désactiver Adblock, etc. Je pense que voilà, ça va être un effort collectif, ça va être très long, mais là on vient de passer le cap où l'industrie a globalement compris les conséquences que ça avait, et que des gens qui étaient extrêmement bornés, parce que je parlais moi des sites premium il y a 2 ans, et je leur disais écoutez, moi je vais sur mon mobile, je vais sur votre site, je vous assure, j'y vais plus quoi. Et ils disaient non mais ça nous rapporte tant de revenus, etc. On ne peut pas se passer que c'est exprimé et compagnie. Donc voilà, à partir du moment où les gens se rendent compte qu'ils ont tellement perdu d'audience à cause d'Adblock et que ça ne compense pas pour les revenus qu'ils font en pourrissant leur site, déjà, à mon avis, il va y avoir un changement massif là. Et si on arrive à ce moment-là à faire changer le business, on va déjà plus ou moins gagner. Toujours par rapport à ce que monsieur vient de dire, par rapport à ça, vous pensez vraiment que quelqu'un qui a installé Adblock puisse accepter d'avoir une publicité, alors que justement, même si c'était des publicités qui étaient intrusives, on s'est habitué à ne plus avoir de publicité du tout, avoir le confort. Donc comment on peut vraiment trouver un moyen qui soit gagnant-gagnant au final, parce que j'ai un peu du mal à y croire personnellement, même si je suis dans la com digitale, j'ai Adblock et ça me va très bien. Voilà. Je comprends, mais moi aussi j'ai gardé Adblock pendant un moment, pour être honnête. Ça, je pense qu'on n'a pas encore de réponse à cette question. Sinon, on aurait déjà fait en sorte que le monde se base d'Adblock. Mais plus sérieusement, je pense qu'il y a une immaturité sur le web qui est due au fait que le web est très récent, etc. On a tendance à penser que tout est digital, donc il y a toutes ces polémiques sur l'anonymat et toutes ces polémiques sur la facilité d'installer un logiciel qui va avoir des conséquences massives pour un site web. Je pense qu'au fil du temps, les générations vont devenir plus matures avec le net, vont plus comprendre les impacts que ça a de priver les sites qu'ils aiment de vos revenus, et que évidemment il y aura un développement comme toutes les boîtes du milieu qui vont essayer de trouver une solution à ça. Actuellement là, on aimerait avoir une solution à ça.
n'y en a pas. On dit que plus de 50% des IP sont pas bonnes à cause des failles, entre autres. Est-ce qu'avec votre système de RTB que vous proposez, vous arrivez à faire un ciblage géolocalisé? Alors, sur le mobile, c'est un challenge qui est un peu plus important. Alors, sur desktop, c'est quelque chose, encore une fois, il y a des third parties qui sont spécialisés là-dedans, qui arrivent à faire des choses probabilistes, des moyens X et Y de regrouper les gens pour être sûr qu'ils sont bien là où ils sont. Sur mobile, il y a un peu plus de difficultés à arriver à un vrai targeting, notamment sur la 3G et la 4G. Outre ce problème-là, il y a aussi le problème que les gens, dans la plupart des pays, n'ont pas de forfait data qui leur permet de charger une pub vidéo ou de charger même une pub display sans avoir à payer cher pour. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens vont installer AdBlock sur mobile. C'est parce que si ça leur coûte la data, ils vont vite traquer, donc c'est pour ça qu'il faut arrêter le mouvement. Et je sais qu'il y a une grande partie de l'industrie qui est en train de bosser là-dessus. C'est toujours le duel entre qui arrive à frauder ou qui arrive à utiliser les VPN, etc., et à faire en sorte qu'on ne sache pas où il est. Et ceux qui les rattrapent. Encore une fois, je pense que c'est 50%, ça me paraît très haut comme chiffre. Est-ce que tu es sûr de ça? C'est des données que j'ai pu apercevoir. C'est pas un problème qu'on a eu énormément nous. Je pense qu'en faisant confiance aux boîtes qui s'assurent de ça, on va arriver à quelque chose. Généralement, nous, sur le targeting sur desktop, c'est quelque chose qui est plutôt fiable et qui arrive à des bons résultats, même si ça peut être assez traître dans certaines situations. Clairement. Tu peux faire du ciblage géolocal? Ouais, bien sûr. Alors en fait, voilà, il y a des third parties, comme on appelle. Le plus connu, c'est Digital Elements maintenant, qui permet de faire code postal, IP, latitude, longitude, DMA aux États-Unis, donc c'est des zones un peu plus grandes qui sont pour la télé. Donc ouais, il y a du très très précis. Et il y a du ciblage de tout type, device, browser, ISP, etc. Donc on arrive avec notre plateforme, on peut cibler vraiment à un niveau, on peut cibler les gens qui se connectent de leur PlayStation. Ici, si on veut. Dernière question. J'ai remarqué, les gens supportent de moins en moins la publicité sur Internet et je remarque aussi que les gens supportent de moins en moins le fait d'être fichés sur Internet, y compris au niveau de leur navigation et la personne qui sont. Vous n'avez pas peur aussi que du coup faire des publicités qui sont beaucoup plus proches des gens puissent en extrayer une bonne partie qui cherchent justement dans un blog ou même d'autres systèmes de locales justement pour éviter ce genre de fichage? Alors moi en général je rétorque un truc très simple à ça parce qu'il y a souvent des gens qui viennent me dire moi mon identité je la peux faire, etc. et qui vont avoir Facebook, Google, etc. et un iPhone sur qui synchronise tout avec leur device. Le niveau de ciblage de collecte des données qu'on fait, qui est d'ailleurs dans la légalité par rapport à des Facebook, etc., on est vraiment très très bon. La dernière fois que j'allais sur Facebook, ils nous proposaient de cibler par parti politique, par femme enceinte, par personnes qui sont une midlife crisis, des choses qui sont invraisemblables. Donc c'est pareil. Oui, il y a une partie des gens qui sont effrayés par ça. Je pense que les gens ils finissent toujours par céder à la facilité de toute façon. Donc si la facilité c'est de, au final, être sûr que chaque pub qu'on va voir, ça va être une pub qui nous intéresse et avec laquelle on va vouloir interagir, je pense que les gens ils pourront peut-être potentiellement faire ça. Et qu'avec un peu de réflexion, on se rend compte que de toute façon, il y a des boîtes bien plus puissantes et qui font bien plus peur, qui ont accès à nos données et à beaucoup plus de données. Donc on arrive, je pense, à N'hésitez pas à lui poser des questions en marge de la présentation si vous en avez encore. Merci en tout cas.